C'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du foot. Anecdotes, transferts, business, tous les secrets seront révélés ici. Aujourd'hui, on reçoit Gatien de Mailleux. C'est un épisode tout à fait spécial. Et donc c'est parti pour le meeting. Et on en profite évidemment pour vous dire de liker, abonnez-vous, c'est super important. Les commentaires, réagissez parce que je suis sûr que cet épisode va faire réagir. C'est un invité particulier, donc forcément vos questions seront lues avec encore plus d'attention. Et on remercie le soutien de cette émission qui est Unibet Experts. Bonjour Gatien. Bonjour Sacha, merci beaucoup pour ton accueil déjà. Je suis très très heureux que tu aies accepté de lever un coin du voile. C'est assez spécial, c'est assez inédit aussi pour moi. Parce que c'est vraiment un thème inexploité sur lequel, en fait, tout simplement, il y a peu de littérature, il y a peu de discrétion. Absolument, je pense que de manière générale, les gens qui sont dans l'ombre derrière les joueurs de football ou bien les sportifs de haut niveau, souvent sont vraiment dans la discrétion. C'est un job de l'ombre et quelque part c'est dommage parce qu'il est important de parler d'argent tout simplement. C'est important d'aborder ce sujet pour éviter en fait tout simplement d'être mal accompagné, de mal gérer son patrimoine et de se retrouver un jour, je dirais au moment de l'après-football, avec plus grand chose. Et donc voilà, je pense que l'idée aujourd'hui c'est vraiment de parler de finances de manière générale et de comprendre surtout quelles sont les grandes erreurs à ne pas faire. Et puis de répondre à toutes tes questions. Oui, c'est clair, on va essayer d'éclater un peu cette bulle de secret. Je disais moins de discrétion, plus de discrétion, beaucoup de discrétion. C'est sans doute aussi comme ça que se construisent des affaires. C'est sans doute ce qu'on dit aussi dans le football business. Plus on est discret, plus on fait des affaires et plus on fait des deals. Tu as appris tout le long à travailler à chaque fois. Tu avais des injonctions où c'est quelque part assez naturel. Dans ton naturel, tu as dû travailler sur ça, la discrétion, ou c'est quelque chose que tu avais en toi? Mais la discrétion, c'est quelque chose qui arrive avec ce métier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu gères l'argent des gens, quelque part, tu rentres dans leur intimité. On parle de leur patrimoine. Ça n'est pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi avec le patrimoine des gens. On l'investit de manière intelligente, de manière très diversifiée. Ça prend du temps. C'est quelque chose qu'on fait vraiment sérieusement. On n'est pas des spéculateurs, on est des investisseurs. Et donc, ça implique, je dirais, une certaine forme de discipline, une certaine forme de rigueur et une capacité de voir un peu plus loin, en fait, d'investir sur le long terme, je dirais. Ouais. Mais donc, ce côté discrétion, c'est quelque chose que tu travailles avec le métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, la qualité aussi d'un bon gestionnaire de patrimoine, c'est sa discrétion. Et donc, c'est primordial, effectivement, d'être capable de voir beaucoup de choses, mais de se taire. Voilà, se taire et aussi travailler en confiance. La confiance, c'est j'ai envie de dire, un travail dans la relation, dans le relationnel humain continuel pour pouvoir justement susciter une forme d'ouverture. Parce que c'est vrai que l'argent, surtout dans nos pays, en France, en Belgique, en Europe d'une manière générale, c'est vraiment très compliqué d'évoquer ne serait-ce que même le sujet à table, en famille. Si on fait le test, même on sent à quel point c'est quelque chose de tendu. Donc imaginez dire à quelqu'un, voilà, j'ai toute une série d'argent à investir, et puis maintenant vous allez me faire, je vais vous le donner, et puis vous allez me faire de la magie avec ça. C'est dit très rapidement, mais c'est fait à mon avis beaucoup plus difficilement et beaucoup plus longuement. Absolument, et la confiance met des années à s'installer. La confiance, c'est quelque chose que l'on obtient après avoir en fait prouvé pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il faut prouver aussi un peu à des moments clés que tu es disponible, que tu es joignable, que l'on peut compter sur toi, que tu vas respecter des timings, que tu vas répondre à des questions précises, que tu vas travailler dans une certaine transparence aussi, à partir du moment où ton client te demande simplement la question habituelle, combien est-ce que je paye chez toi ? Tu dois être capable de pouvoir répondre parfaitement, voilà ce que je gagne, et je n'ai aucun problème avec ça, pour telle et telle raison. Il faut une certaine transparence pour avoir une vraie confiance. Et sans la confiance, tu oublies de faire des bons investissements sur le long terme. La confiance, c'est la base de tout si tu veux construire sur le long terme. Et on parle vraiment de long terme, mais c'est un thème important parce que le temps est l'ami de l'investisseur. Si moi, je n'avais que des clients qui restaient chez moi pendant 6 mois, ils gagneraient probablement jamais d'argent, si tu veux. C'est-à-dire qu'un client, si tu veux faire des belles choses avec lui, tu dois travailler sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Donc plus tu as du temps, mieux c'est pour investir.
Et toi, qu'est-ce qui te passionne dans ton travail au quotidien avec European Capital Partners dans justement ce temps long? Qu'est-ce qui fait pour toi, par exemple, une réussite? Comment est-ce que tu crées cette espèce de ce petit point levé, in fine, Une- au terme d'une opération ou au terme du travail que tu accomplis et que tu réussis? tu veux dire une réussite au niveau commercial dans mon contact avec un client? Comment est-ce que toi, tu juges la réussite dans ton travail? Je juge la réussite dans mon travail à partir du moment où mon client a compris ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, et que donc il comprend le résultat qu'il a eu. Euh, je crois qu'il est extrêmement important pour un client, que ce soit un joueur de football ou alors un client lambda, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre ce dans quoi ils investissent. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont clients dans des banques ou bien même dans des sociétés de gestion. Ils ont un portefeuille, mais quand ils regardent leur portefeuille, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont. Parce qu'on parle avec des mots complexes, ils vont lire high yield, ils vont lire alpha, enfin il y a toutes sortes de termes complexes dans la finance que finalement le commun des mortels ne comprend jamais, Mhm. et donc c'est très compliqué. Je pense que ce qui est important, c'est, quel que soit le client, c'est de pouvoir vulgariser la finance et vraiment de lui faire comprendre ce qu'il a. Lui expliquer, voilà, si tu as telle société dans ton portefeuille, c'est une société qui fait par exemple des puces dans l'informatique. Ces puces sont aujourd'hui extrêmement utilisées dans tout ce qui est intelligence artificielle par exemple. C'est un sujet que l'on comprend, c'est un sujet que l'on connaît, c'est d'actualité. Eh bien, on a par exemple, pour la citer, la société Nvidia, par exemple, qui est très connue. Voilà, j'en parle parce que voilà, tout le monde connaît cette action-là. Elle a quand même fait la une des journaux assez régulièrement dans les quelques dernières années. Voilà un exemple d'une très très belle success story sur les quelques dernières années, avec derrière une histoire qui est facile à comprendre et qui est belle à expliquer parce qu'elle est là. Est-ce que toi, à travers tes différentes interactions, tes discussions, tes clients, tu as réussi à aller décrocher quelques patterns et pour ceux qui ne comprennent pas les patterns, c'est-à-dire des choses récurrentes qui reviennent dans les habitudes de consommation, par exemple d'un sportif de haut niveau comme un footballeur professionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, qui te permettent justement d'analyser un peu le profil type du footballeur pro? Je dirais que ce qui évolue beaucoup dans leurs habitudes professionnelles, bon, ça dépend beaucoup de l'éducation, bien évidemment. Il y a des choses qui évoluent avec l'évolution de ton train de vie, de tes revenus et de ta vie privée ou publique. À partir du moment où tu deviens connu, tu ne peux plus te balader dans la rue de la même manière. Donc tu ne prends plus un avion low cost le moins cher en allant à l'aéroport toi-même, si tu veux. À partir du moment où tu es connu, tu essaies de voyager un peu plus discrètement. Donc je dirais que dans les habitudes qu'on voit chez des joueurs de football, ça va être le fait de voyager soit en première classe, soit éventuellement de partager un petit avion à plusieurs. Ça se voit assez souvent. Donc c'est plus une vraie recherche de discrétion, en fait. Maintenant, le côté, je dirais, habitude de consommation, pour moi, c'est l'éducation. Je vais te prendre un bon exemple. N'Golo Kanté. Je ne le connais pas. C'est un joueur que je trouve assez touchant parce que on lit beaucoup de choses sur lui, notamment le fait qu'il roule dans une petite voiture, toute simple. Il s'habille qu'un jeans, un t-shirt. Il n'est pas dans le l'esbrouf, comme on dit en Belgique. Mhm. Il n'a pas besoin d'avoir des énormes marques écrites en grand sur son t-shirt. Il n'a pas besoin de conduire une voiture qui vaut une maison. Mais il a racheté un club de foot, Oui, Virton. oui. Mais quelque part, un club de football, si tu le gères bien, c'est un actif qui peut te rapporter de l'argent. Et quelque part, c'est une activité aussi. Moi, ce que je dis toujours à un jeune joueur de football qui veut commencer à investir, c'est finalement de mettre son argent dans quelque chose qui ne coûte pas, qui rapporte des revenus, et qui vaudra toujours quelque chose si tu as besoin d'argent. Beaucoup de jeunes joueurs vont, par exemple, gagner leur premier salaire. Ils vont aller s'acheter une super belle bagnole. Il faudrait plutôt mettre cet argent dans les montres, si je t'écoute. Mais une montre ne rapporte pas un loyer. D'accord. Ou alors une montre ne rapporte pas de coupons ou bien de dividendes. Tu vois, tu veux rouler dans une voiture qui vaut 200 000 euros. Non, mais dans ce qui est objet de luxe, hein, évidemment, on va aller sur tout ce qui est bourse, tout ce qui est action, tout ce qui est Ouais. pierre, etc. Mais quand on a le premier réflexe du matérialisme, parce que c'est ça dont il est question, quand on doit faire le choix entre une voiture et autre chose, on est sur quelque chose qui va taper à l'œil, qui va en fait aller chercher du capital social. Quand on s'enrichit, les Absolument. footballeurs sont dans cette espèce de volonté de s'enrichir aussi socialement, Ouais. symboliquement en fait. C'est pour ça que je fais le lien avec Ouais. la montre.
Alors, je vais te répondre de manière extrêmement franche. Pour moi, ça ne touche qu'à l'éducation. Ça ne touche qu'à l'éducation. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des clients qui ont été bien élevés. C'est-à-dire que j'ai des clients pour lesquels rouler dans une voiture qui vaut très cher, ça n'est pas un objectif de vie. J'ai des clients pour qui mettre beaucoup d'argent dans des marques ou bien dans du paraître, ça n'est pas un objectif de vie. J'ai de la chance. J'ai des clients pour qui, en fait, ce qui est important dans la vie, c'est la santé, c'est la famille, Mhm, c'est le fait que tout aille bien, entre guillemets, c'est le fait d'être heureux, les choses importantes, en fait. Et donc, mhm, pour moi, tout ça, ça touche à l'éducation, si tu veux. À partir du moment où tu achètes une voiture qui vaut 200 000 euros, quand tu as sur ton compte en banque 205 000 euros, mhm. il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois, achète une voiture qui vaut 200 000 euros si tu as 10 millions ou 15 millions d'euros. Why not? Mais quand tu commences et que tu as tes premiers salaires, achète des choses qui rapportent de l'argent. Ça peut être un appartement, ça peut être un portefeuille d'actions sur le long terme. Euh, voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais ouais, c'est important de ne pas, entre guillemets, tout de suite plonger dans l'univers du bling-bling. Euh, voilà, d'ailleurs, quand tu regardes enfin, ceux qu'on appelle de manière générale les ultra-riches, je ne pense pas que ces gens aient besoin d'afficher des grandes marques ou bien aient besoin de rouler dans des voitures tout à fait hallucinantes. Je pense qu'à un moment donné, en fait, quand tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de montrer. Mhm. Et donc, toute la nuance se trouve là pour moi. C'est intéressant parce que dans les discussions qu'on a eues en préambule de cette émission, tu m'as dit, tu as eu une discussion préliminaire avec Axel Witzel, qui est donc ton client. Tu lui as demandé évidemment s'il se sentait à l'aise avec l'idée que tu viennes parler de ça. Et il t'a dit, oui, oui, justement, c'est intéressant qu'on comprenne et qu'on dénonce un peu et qu'on vienne faire de la vigilance et de la prévention par rapport à cette situation parce que les joueurs sont tout simplement victimes d'une mauvaise gestion de leur argent et énormément de joueurs à la fin de leur carrière finissent broke, comme on dit en anglais, la banqueroute totale. Absolument, oui. Il y a une étude qui avait été faite il y a quelques années, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais à l'époque on parlait, je crois, entre 70 et 80% des joueurs de Première Ligue anglaise qui, dans les 5 ans qui suivent la prise de pension, sont soit ruinés, soit endettés. Soit endettés. Bon, je ne connais pas le salaire moyen en Première Ligue, ça doit pas être bas. Ça doit quand même être pas mal. Mhm. Donc quelque part, il y a un problème. Il y a un problème un peu d'abus. Il y a beaucoup de joueurs qui se font un peu abuser, qui se font un peu balader. Il y a un problème aussi de faire confiance. Moi, j'ai vu pas mal de joueurs avec qui j'ai eu l'occasion de discuter qui, en fait, à un moment donné, ne le disaient pas clairement. Mais en fait, dans leurs actions, tu le voyais. C'est que ils veulent faire eux-mêmes. On a tous vu des cas de joueurs qui voulaient acheter l'immobilier eux-mêmes, qui voulaient faire un bar eux-mêmes, qui voulaient faire un resto eux-mêmes, qui voulaient avoir une société, etc., etc. Ce sont des métiers. Ce sont des métiers. Tu veux faire de l'immobilier, va voir un bon agent immobilier, va en voir deux, va en voir trois. Mhm. Compare-les, mets-les en compétition. Mhm. Ensuite, tu veux faire des travaux pour restaurer un bien, pour le louer. Mets en concurrence plusieurs entrepreneurs. Je pense que c'est surtout ça le message. C'est vraiment de se faire bien entourer. Et c'est la même chose pour un portefeuille. C'est vraiment ça qui est, à mes yeux, primordial, si tu veux. On a chez ECP véritablement une équipe dédiée aux joueurs de football. Donc avec mon collègue Stéphane, que tu connais, Stéphane Di Maria, oui. absolument. Et au fond, ce que nous voulons, c'est offrir un service aussi de disponibilité. Parce que ce sont des clients assez spéciaux, en fait. Ce sont des clients assez uniques. Parfois, on te téléphone un dimanche à 22 heures en te disant j'ai un problème à ma carte de crédit, je dois de toute urgence payer un vol pour partir à tel endroit, j'ai un contrat à signer, débloque ma carte. Et donc parfois tu as des urgences comme ça, parfois tu as des coups de stress. Là, c'est du networking, là. Bah, Là, c'est les contacts, c'est le réseau. C'est toi qui dois aller activer des assets, enfin, tu dois aller lever, tu dois aller chercher des leviers que le Kidam n'irait pas. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, oui, on doit par exemple, enfin pour citer ce cas-ci, on doit le dimanche, de toute urgence, trouver le numéro d'urgence de la carte de crédit très spécifique que le joueur a, contacter ces gens, leur demander de changer la limite de la carte d'urgence parce qu'il y a un paiement à faire. Et donc voilà, ce sont des petits coups de stress, je dirais, Mhm. mais il faut être là. Il ne faut pas être aux abonnés absents.
Et donc, à partir du moment où tu choisis de travailler pour ce type de clientèle, eh bien, Sacha, ton téléphone reste allumé le samedi, le dimanche, les week-ends, les jours fériés, euh, parce qu'il faut être disponible. D'un autre côté, il faut être honnête. C'est un plaisir et quelque part, c'est même un honneur de travailler pour des gens comme ça, parce qu'il y a ce côté aussi intéressant de travailler pour des gens connus, travailler pour des gens qui ont une vie intéressante, qui voyagent beaucoup. C'est passionnant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Mhm, mhm. Quelle est la pire dépense ou la pire erreur que tu as vue dans tout le long de ton parcours de gestionnaire de patrimoine, de fortune? J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup, mais pour te répondre honnêtement, pour moi, en fait, la pire des dépenses, ça n'est pas celle que tu as fait et que tu n'aurais pas dû faire. C'est l'inverse. Pour moi, la pire des dépenses, c'est celle que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faite. Ok. Et donc, par exemple, typiquement, le fait de payer un bon gestionnaire de patrimoine. Tu sais, il y avait cette fameuse pub à l'époque sur les avocats en Belgique. Si tu t'en souviens, tu pourras certainement terminer le slogan que je vais commencer. Un avocat, c'est quelqu'un que l'on va voir Avant les problèmes et après, pour éviter pour les éviter les ennuis problèmes après. après. Ouais, c'est ça, ouais. C'était présenté comme ça. Ouais. Eh bien, c'est la même chose pour un banquier. C'est que finalement, enfin, banquier ou bien gestionnaire de patrimoine de manière générale, c'est quelqu'un que tu vas voir avant pour bien investir ton argent et pour ne pas pleurer à la fin de ta carrière parce que tu as investi dans n'importe quoi et que finalement tu n'as plus grand-chose. Mhm. Et donc je dirais que pour moi, la pire des erreurs, c'est de croire que, en plus d'être un jeune sportif talentueux, on est un gestionnaire de patrimoine, on est un spécialiste de l'immobilier, on est un spécialiste des crypto-monnaies aussi, c'est un thème à la mode. Oui, oui, on va y venir. Voilà. C'est un thème très intéressant. Et donc voilà, pour moi, c'est ça la principale erreur. C'est vraiment le fait, en fait, de ne pas comprendre que parfois, il est important de dépenser intelligemment pour un service de qualité. Mhm. Mon grand-père me disait toujours, je n'ai pas les moyens d'acheter des choses de mauvaise qualité. Et c'est une phrase que j'ai toujours retenue. Moi, j'aime les belles chaussures, par exemple. Je préfère acheter une bonne paire de chaussures que je vais garder pendant 10 ans, plutôt que de changer chaque année, d'acheter de la mauvaise qualité. Eh bien, c'est la même chose. Vous voulez bien gérer votre patrimoine, payez votre gestionnaire de patrimoine pour un travail de qualité, simplement. Ouais, tu penses que parfois tu as eu des soucis à être compris par certains clients qui ne te payaient pas comme tu le pensais, où il y avait un problème peut-être de réception, de confiance aussi, qui faisait Non, en sorte qu'il y avait un petit problème lié à ça ou pas du tout? Alors, je n'ai jamais eu de client qui, entre guillemets, refusait de me payer. Mais par contre, ça m'est arrivé quelquefois de rencontrer des jeunes sportifs. Et donc, quelque part, voilà, tu prends le temps, tu vas les voir, tu expliques ce que tu fais, tu expliques comment tu travailles, tu leur montres vraiment enfin, ta vision des marchés, tu fais une projection financière sur X années, tu travailles. Et quelque part, tu travailles gratuitement pour aller chercher un client, ce qui est tout à fait normal. Tu te mets d'accord, tu signes un contrat, et on se met d'accord oralement, je dirais, par exemple, pour dire, voilà, le joueur gagne 10, pour dire un chiffre, et il s'engage chaque année à mettre 5 de côté. Et en fait, et ça c'est un cas récurrent, après quelques mois, tu te rends compte que le joueur n'apporte plus tous les mois. Et donc tu le relances, tu dis, mais on avait dit qu'on allait mettre de l'argent de côté, on avait dit que cette année-ci, tu faisais l'effort, que tu commençais vraiment à épargner. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de discipline, il y a toujours une excuse. Et donc, en fait, la première fois qui n'a pas investi, mais c'est parce que j'avais un ami qui avait besoin d'argent assez rapidement. Et puis, le mois suivant, de nouveau, un autre ami qui a besoin d'aide, etc. Et en fait, on se rend compte que, dans certains cas, il peut y avoir un entourage, je dirais, un peu toxique. Et donc, dans ces cas-là, c'est très compliqué de mettre de l'argent de côté, en fait, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on est en permanence sollicité. Ça veut dire qu'ils sont pas dépendants, ils sont complètement dépendants des autres et ils ne sont pas indépendants dans la gestion de leur argent, surtout. Absolument. Absolument, oui. Et ça, c'est dangereux, à mes yeux. C'est dangereux parce que finalement, en fait, c'est de l'argent qui sort en permanence, en permanence. On a l'impression qu'elle va toujours arriver, cet argent, parce que voilà, les salaires sont très intéressants dans le milieu du football. Tu le sais aussi bien que moi, si pas mieux que moi. Mm-hmm. Et donc, à un moment donné, en fait, il y a peut-être ce danger de croire que ça va continuer, que c'est facile et que ça va toujours être comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion d'urgence chez certains. Ils ne savent pas qu'à un moment donné, tout peut s'arrêter d'un jour au lendemain. Il n'y a pas cette conscience
quelque part de la précarité du métier, alors que c'est triste de parler de précarité, alors qu'effectivement, ils gagnent des salaires qui sont incroyables, que même certains cadres dans des très grandes multinationales ne gagneraient pas par mois. C'est hyper contradictoire. Mais c'est précaire, quoi. Absolument, Voilà. ouais. Et c'est très contradictoire, effectivement, parce que les salaires sont énormes. Mhm. Sont énormes. Maintenant, je ne connais pas la durée moyenne, par exemple, du contrat d'un joueur de football. Tu connais peut-être 4 à 5 ans, s'il a 22 ans, en général, c'est un contrat qui tourne à 4 ans et demi, 5 ans. Ouais. C'est peu comme horizon de sécurité. Mhm. Les Anglais, Chelsea, c'est signalé ces dernières années avec des contrats qui pourraient partir de 7 à 8 ans, mais pour des raisons fiscales en Angleterre, en fait, ils allongent pour pouvoir continuer à payer les transferts et pouvoir tout simplement les rentabiliser dans le fonctionnement budgétaire de la société en l'occurrence, et pour rentrer dans les clous de ce que la fédération et surtout le fair play financier promu par l'UEFA demande, en fait, ils allongent les contrats. Mais ce n'est pas pour les footballeurs qui le font, c'est pour leur propre économie et leur propre gestion, on va dire, financière. Il y a une chose très intéressante que tu as dite tout à l'heure, c'est que tu as dit que pour toi, le pire investissement, c'est celui qu'on ne faisait pas. Est-ce que tu te rappelles d'une fois où il y a un investissement où tu sentais que ça allait binger et qu'on allait aller sur un stonks, quoi, clairement, ça allait monter en puissance, et puis finalement, en fait, la personne à qui tu as conseillé ça n'a pas pris la balle au bon et a complètement raté le coup. Est-ce que tu peux me raconter une histoire liée à ça? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Je dirais, oui, c'est l'exemple le plus récurrent, c'est le jeune footballeur avec lequel tu te mets d'accord sur tout. Et en fait, au moment de lancer, il n'y a pas de discipline. Et en fait, on évite un peu le sujet même, parce que je pense que ces gens se rendent compte de ça, mais qu'il y a ce côté un peu court-termiste où on a envie de profiter. Et c'est assez dramatique. C'est assez dramatique. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, il y a une expression qui dit on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Et pour moi, c'est vraiment ça le point de départ. Tu vois, tu parlais d'Axel. Avec Axel, moi, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai eu une chance extraordinaire parce que j'ai en face de moi quelqu'un, qui est éduqué, mais d'une manière remarquable. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je remets la coupe à ses parents, Thierry et Sylvie, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Ce sont des gens qui ont réussi à élever leur enfant, c'est-à-dire élever, ça dit bien ce que ça veut dire, à l'amener vers le haut, et à faire de lui quelqu'un qui finalement n'est pas dans le paraître, garde la tête froide, garde les pieds complètement sur terre, garde, je dirais, ses intérêts principaux qui sont les vraies choses importantes de la vie, sa famille, son entourage, etc. Et à côté de ça, il a la capacité de garder la tête froide et d'investir intelligemment, en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, et en se faisant accompagner par des gens de très grande qualité. Enfin, voilà, c'est important. Il est entouré de gens, entre guillemets, depuis des années, en qui il peut avoir confiance. Mais on va venir sur Axel tout à l'heure, c'est très intéressant. Mais moi, ce que je voulais spécifier sur l'investissement, c'était peut-être une action, éventuellement un bien immobilier ou d'autres choses, peut-être de la crypto que toi, tu avais conseillé et que ton client t'a dit non, finalement, j'y vais pas, et qui a ensuite explosé. Est-ce que tu peux me raconter une histoire liée à ça? Quelle action, quel bien immobilier? Est-ce que tu peux nous plonger dans une histoire particulière liée à ça? Une histoire particulière d'un succès que l'on a raté comme ça. Oui, je pense que l'entièreté des jeunes joueurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter et qui en fait n'ont pas osé avancer et faire confiance, honnêtement, je pense que pour l'entièreté de ces gens-là, leur situation aurait été meilleure s'ils avaient choisi de faire confiance et d'avancer plutôt que l'inverse. Donc je n'ai pas un exemple en particulier. Il n'y a pas une action particulière sur une société où tu te dis cette société-là va exploser et directement dans la foulée... Non, parce que quand l'investissement était vraiment bon, on a poussé pour que ça se fasse. Okay. Voilà. Si tu veux des exemples précis, les actions technologiques américaines, par exemple, ont été un énorme succès dans les 6, 7, 8 dernières années. Et voilà, tu citais un joueur de football connu, en la personne d'Axel. C'est quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps. Et le temps est extrêmement important en matière d'investissement. Et donc, à partir du moment où tu travailles sur une longue période, tu peux investir dans des Facebook, dans des Amazon, dans des Nvidia, dans des Google. Et tu peux profiter vraiment de toute la hausse de ces actions pendant plusieurs belles années. Et donc là... tu vas gagner 150%, 200%, 250%. Donc là, on parle évidemment
de gains qui sont vraiment importants. Maintenant, il faut rester honnête et il faut rester humble aussi. C'est toujours important de diversifier. Donc si tu veux, si moi, mon client fait x4 en 2025, quelque part, j'ai mal fait mon job. Parce que ça veut dire que j'aurais pris un risque considérable. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment séparer le risque, c'est contrôler le risque. C'est vraiment primordial, entre guillemets, de dire ça. C'est-à-dire que si demain, tu rencontres un gestionnaire de patrimoine qui te dit chez moi, chaque année, tu vas tripler ton argent », fouille, parce que voilà, les miracles n'existent pas. Je pense qu'il faut rester humble aussi par rapport au marché financier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai choisi une société comme ECP, donc European Capital Partners. C'est parce que, bon, il y a beaucoup de manières de gérer de l'argent différentes. ECP est spécialisé dans ce qu'on appelle la gestion value. Alors la gestion value, c'est l'école de Warren Buffett. Tout le monde connaît Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde. Qui signalait aussi par une gestion en père de famille absolument incroyable. Absolument. Il a toujours vécu dans la même maison, même s'il l'a rénovée, à mon avis, 27 fois dans sa vie, mais il n'a jamais changé de maison, quoi. Exactement. Et c'est un homme qui a un bon sens économique, fabuleux. Et donc la gestion value, c'est une gestion qui veut on va analyser vraiment en profondeur chaque société qu'on a dans nos portefeuilles. Donc on va regarder l'entièreté des chiffres de ces sociétés. Et on va donner une valeur à ces sociétés. Alors, il y a plusieurs méthodes de valorisation qui existent. On va évidemment en utiliser plusieurs. Ça nous permet, après ça, de faire une moyenne ou bien de comparer. D'avoir, je dirais, plusieurs bases sur lesquelles on peut commencer à travailler. Et à partir du moment où tu donnes une valeur à une société, tu peux aller regarder quelle est la valeur qu'elle vaut sur les marchés financiers, étant donné que tu connais le nombre d'actions et que tu connais le prix de l'action. Et donc, tu peux voir quelle est la valeur officielle de cette société sur les marchés financiers. Alors si nous donnons à une société une valeur de 100 et qu'on se rend compte sur les marchés financiers qu'elle vaut 150, ça veut dire qu'on va se dire elle est beaucoup trop chère sur les marchés. Elle est surévaluée. On n'en veut pas. Niet. Voilà. Par contre, si on donne à la société une valeur de 100 et qu'on voit sur les marchés qu'elle vaut 50, là on va se dire elle est sous-évaluée. Là il y a une opportunité fabuleuse. Warren Buffett disait son objectif était d'acheter des sociétés extraordinaires à des prix ordinaires. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire on essaye de chercher des sociétés vraiment qualitatives, mais que l'on peut acheter, entre guillemets, en dessous de leur prix. On essaye de chercher un petit peu, je dirais, l'anomalie dans le marché. On essaye vraiment de chercher la société qui est sous-évaluée. Et moi, j'adore ce type de gestion-là. Pourquoi ? Parce que ça me permet en fait de dormir sur mes deux oreilles. C'est une gestion, finalement, selon laquelle chaque société qu'on a dans le portefeuille de nos clients, on la connaît, on la suit, et on sait que selon toutes sortes de critères, elle n'est en tout cas pas surévaluée. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et donc, voilà, moi... D'où la nécessité d'avoir un client qui est totalement curieux de ce qui se passe sur le marché, qui vient vers toi, qui a une volonté, une véritable initiative, prise d'initiative pour discuter avec toi en te disant, voilà, j'ai vu ceci, ça existe, je lis des informations, est-ce qu'on n'irait pas là-dessus, est-ce qu'on ne prendrait pas un risque ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense, dans la nécessité, dans la gestion patrimoniale et la gestion de fortune, pour moi, hein, ça reste mon avis, je prends un peu un parti là-dessus, il y a une nécessité d'avoir déjà une volonté personnelle, humaine, de mettre son pied dedans en disant j'aime ça, j'aime bien. Ouais, il faut être curieux, quoi. Absolument. La curiosité aide parce qu'elle crée l'échange. Elle crée l'échange. Tu sais, entre le jeune Axel que j'ai rencontré il y a 10 ans, 15 ans, et l'homme que j'ai en face de moi aujourd'hui, il y a un monde de différence. Honnêtement, il connaît bien la finance aujourd'hui. C'est quelqu'un qui peut t'expliquer comment fonctionne une action, une obligation, quelle est l'influence des taux d'intérêt sur le marché obligataire, par exemple. C'est quelqu'un qui comprend tous les grands principes de l'économie, avec qui on a parlé des heures et des heures et des heures. Et en fait, c'est ça qui rend mon métier d'autant plus intéressant. C'est ce côté un peu, de former en fait nos clients, tout simplement. Tu vois. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous les gens qui regardent ton émission, la finance paraît toujours complexe, paraît toujours difficile d'accès, etc. Si parmi les gens qui regardent ton émission, Sacha, s'il y a des gens qui... Ou qui l'écoutent en podcast. Voilà, qui sont par exemple, je sais pas moi, entraîneurs dans un club avec des espoirs, ou alors qui sont responsables des espoirs d'un club, etc. Enfin bref, tous les gens qui touchent, je dirais de près ou de loin, à des pépinières de talent.
contactez-nous. Allez sur ecp.lu, vous trouvez mon adresse mail, g2maillot en un mot, @ecp.lu, ou alors l'adresse de Stéphane Di Maria. Honnêtement, je m'engage à répondre à 100% des gens qui m'envoient un mail et qui écrivent dans le titre, par exemple, on-off. Je m'engage à répondre à 100% à ces gens-là, parce que je crois qu'il y a beaucoup, malheureusement, de drames dans le monde du sport. Et donc, si vous voulez qu'on vienne faire une formation, par exemple, de 2 heures à des jeunes de 16 ans qui se posent des questions, qui ont vu l'émission, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si un jeune talent de 18 ans, de 17 ans, voit l'émission et se dit « mais moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir Toi, exactement... » tu te déplaces de manière bénévole pour l'aider à comprendre. Mais bien évidemment, je suis aussi un passionné de football. Je suis aussi un passionné de football, bien évidemment. Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que je suis un passionné de football dans ma vie privée, mais quand je travaille, je n'ai pas le droit d'être un passionné de football. Si tu veux, moi, je ne vais pas arriver chez mon client en lui disant « Waouh, signe-moi un autographe ». Oui, parce que ça peut très vite être rejeté, parce que si le joueur sent que tu es un peu fan de lui, voilà. À un moment donné, tu n'as plus de relation professionnelle, et c'est très compliqué. C'est pas le but. Non, moi, je suis le gestionnaire de patrimoine. Moi, je ne suis pas le fan. Non. Et c'est très différent, et c'est important de rester quelque part, je dirais, professionnel. Ouais. Je voulais aller un peu plus dans le spécifique maintenant, dans la gestion que tu as, notamment des finances d'Axel. Quel est le meilleur placement que je pense que vous avez fait pour le moment ? Il y en a eu beaucoup. Parce que, comme je te le disais, on parle beaucoup, on échange beaucoup, et donc ça permet de faire des choses aussi peut-être parfois un peu plus compliquées, ou bien un petit peu plus ciblées. Mais je vais prendre le même exemple. Je dirais que les technologies américaines, par exemple, ont été un beau succès commun, parce que en fait, le succès dans les investissements, quelque part, c'est une collaboration aussi entre le client et son conseiller. C'est-à-dire que si le client a peur de tout et ne veut rien faire, il pourra avoir le meilleur conseiller du monde, il ne fera rien. Et l'inverse aussi. Donc finalement, c'est un peu un travail d'équipe. Mais je dirais que les technologies américaines ont été une très 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 belle réussite. Tout ce qui est GAFA, quoi. Donc Google, Amazon, Facebook, etc. Les Magnificent, comme on les appelle. Ouais, c'est toi qui les as rendus Magnificent, du coup. Non, je ne suis pas marketeur. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que Axel a toujours, dans la presse belge, en Belgique, suscité une espèce d'excitation liée à la manière dont il gérait son argent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'invite, parce que d'une manière générale, il y a une curiosité due au fait qu'Axel, et on l'a dit, on a reçu son papa en off qui nous a expliqué les choix de carrière qu'il a fait. C'est l'un des premiers à avoir été un pionnier, à avoir été en Chine, à avoir décidé de quitter un club sportivement très intéressant pour un club financièrement très intéressant comme Saint-Pétersbourg, d'avoir fait le chemin pour revenir derrière. Et où, à un moment donné aussi, la presse économique s'est emparée un petit peu de ses investissements, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Il y a cette fameuse histoire de la société qui s'appelle Linsky Aviation, dont tu dois nous raconter un peu la genèse. Il y a parfois des choses qui sont dites à son nom qui ne sont pas vraies, notamment le château de Harzé, dont tout le monde pensait qu'il avait acheté un château alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, dernièrement, il a fait un choix sportif de rester en Espagne parce qu'il avait acheté une maison en Espagne. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on vit une espèce de télé-réalité autour des choix financiers d'Axel Witsel. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de t'avoir, pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. On va commencer par peut-être ce qui a été... par la presse économique, en tout cas souvent relevé avec Linsky Aviation. D'abord, est-ce que ça a été un succès? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui lui as conseillé? Parce que vous avez cédé vos parts en 2021. Donc, 5 ans plus tard, je considère qu'il y a prescription pour en parler. Alors, Linsky n'a pas du tout été un succès. Je ne lui ai pas du tout conseillé cet investissement-là. D'ailleurs, qui est un investissement non coté, c'est-à-dire que c'était, si je ne me trompe pas, une société qui n'était pas cotée sur les marchés financiers. Donc, c'était vraiment une société privée. Je ne sais plus exactement comment est-ce que cette opportunité est arrivée sur la table à un moment donné, mais moi, je ne lui ai pas du tout conseillé cet investissement-là. En matière d'investissement, Sacha, parfois tu gagnes et parfois tu apprends. Je pense qu'il a appris. Et je pense que comme chaque coup qu'il a eu sur le terrain pendant sa carrière, ça l'a rendu meilleur, ça l'a rendu plus fort. Et je pense que cet échec-là n'était pas du tout un drame. Et tu sais pourquoi ? Non, je t'écoute. Parce qu'il n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier. Et qu'on en revient au même thème. Que si à ce moment-là, il avait mis 80% de son argent en se disant « Waouh, ça c'est magnifique, je vais faire x, etc. » Non,
Non, non. Il faut mesurer le risque. Il faut diversifier ses investissements. C'est primordial. Mhm. Donc, non, je ne lui ai pas du tout conseillé, heureusement d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui, je crois, n'a pas fonctionné, mais je ne suis pas du tout un expert de cette société-là, donc Mhm. je ne vais pas trop me prononcer. Est-ce que tu mesures aussi l'état d'engouement que ça peut parfois susciter? Est-ce que ça t'étonne de dire, OK, Witzel, il a investi là, il a investi là? Est-ce que c'est des choses dont tu as conscience ou parfois tu t'en étonnes? Je ne m'en étonne pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes auprès du grand public pour tout ce qui concerne la vie des joueurs de football, des stars de manière générale. Je ne m'en étonne pas. La seule chose qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, beaucoup, c'était l'époque de la Chine. C'était l'époque de la Chine. Et d'ailleurs, si tu veux bien, on va revenir 3 minutes sur la Chine. À l'époque, moi, je me souviens que je lisais beaucoup la presse qui parlait d'Axel. Et je lisais beaucoup aussi les commentaires des gens sur les forums. Tu sais aussi bien que moi que les gens peuvent être cruels et durs sur les forums. Et en fait, dans ce cas précis, je trouvais qu'il ne le méritait tellement pas. Tellement pas. Parce qu'en fait, qui aurait refusé ce choix? T'en connais beaucoup des joueurs qui auraient refusé une opportunité extraordinaire comme celle-là. D'autant plus que, à l'époque, tous les grands spécialistes du football, tous, disaient ouvertement c'est la fin de sa carrière, revenir après ça va être compliqué, le niveau est beaucoup moins bon, la Coupe du Monde arrive, etc. etc. Sacha, tu connais beaucoup mieux le football que moi. Le mec a quand même joué quoi, 4 ans à Dortmund. L'avant-dernière année, dis-moi si je me trompe, c'est celui qui a été le plus utilisé par son coach. Tu parles de l'Atlético Madrid lorsqu'il était à l'Atlético ou tu parles de Dortmund. lorsqu'il était à Dortmund? Dortmund, Ok, ça. ouais, effectivement, il était assez performant. En plus, dans un rôle de numéro 6, alors qu'après, il est redescendu dans une position de C'est ça. défenseur central, mais il était C'est ça. effectivement assez performant à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Alors, Coupe du Monde extraordinaire, euh, un vrai retour, je dirais, la tête haute. Mhm. Ensuite, l'Atlético. Enfin, on parle pas du club du village, quoi. On parle de l'Atlético Madrid. Est-ce qu'il a discuté avec toi sur ce choix de la Chine? Est-ce qu'il y a eu une espèce de grande réunion de famille dans laquelle tu as été invité en disant, ben voilà, j'ai quand même envie que tu aies ta petite part pas ta part de gâteau, mais plutôt ta part d'écoute sur ce choix qui est fondamental dans l'histoire de ma vie, de ma carrière? Je pense qu'un choix comme celui-là, il est à la fois financier, il faut être honnête, mais c'est aussi un choix familial. C'est-à-dire que quand tu pars, à un moment donné, tu prends ta femme, tu prends tes enfants, tes parents doivent venir te voir, c'est quand même un long voyage, etc. Donc, Il t'a posé des questions à ce moment-là? il m'en a parlé, mais la décision est personnelle. La décision est personnelle. Axel est quelqu'un qui Non, parce que ça change beaucoup met de en choses. avant, je dirais, Ouais. les valeurs importantes. Mhm. Et les valeurs importantes ici, c'est pas avec moi dont il devait en parler, c'est avec ses proches. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, oui, je me souviens plus exactement. Probablement qu'il m'a dit, tiens, il y a ceci, il y a cela, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis, etc. Mhm. Oui, bien sûr qu'on en parle, on échange. Mais il prend ses décisions tout seul, comme un grand, bien évidemment. Et surtout, il pose ces questions-là, je pense, aux gens qui comptent vraiment pour lui dans son cercle proche, c'est-à-dire ses parents, par exemple. Ouais. Mais surtout fiscalement, moi je posais la question plutôt au niveau de l'aspect fiscal, parce que tout change en fait. Tu arrives en Chine, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ta résidence fiscale en Belgique? Est-ce que tu pars? Comment ça fonctionne? Il devait être perdu à ce moment-là aussi. C'est pour ça que je parle de questions qui t'a posées, quoi. Et vu qu'il avait beaucoup écouté la pub qui disait qu'un avocat était quelqu'un qui fait avant pour éviter les ennuis après, Ouais. ben, tu penses bien que, si tu veux, en fait, moi je suis plutôt un généraliste en fait. J'ai presque envie de dire un chef d'orchestre, mais humblement. C'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste et je ne veux pas être un spécialiste. Tu vois, j'ai un spécialiste des marchés financiers, par exemple, avec qui je travaille, qui est Léon Kirsch, qui est un des fondateurs, je dirais, de CP. Lui est un spécialiste marché. Moi, je vais être un généraliste. Si j'ai besoin d'un spécialiste, je vais le voir. Si j'ai besoin d'un spécialiste en fiscalité chinoise, je vais le trouver. Si j'ai besoin d'un spécialiste en fiscalité espagnole, je vais le trouver. C'est-à-dire que toi, tu établis le lien de confiance, derrière, tu as le réseau pour répondre aux questions qui sont des questions qui s'éloignent un peu de ton domaine d'expertise, quoi. Absolument, on va avoir un réseau autour de nous, je dirais, d'avocats fiscalistes, si nécessaire. Oui, oui. Mais il y a une petite musique quand même qui sort de tes propos depuis maintenant une demi-heure, c'est Delegate to Scale.
C'est vraiment la fameuse phrase américaine en disant si tu veux continuer à faire monter ton business, à gagner de plus en plus d'argent et de plus en plus productif, et tu dois absolument faire confiance et déléguer. C'est quand même le mal du siècle, le fait de ne pas déléguer et ne pas faire confiance. Pour tout entrepreneur d'ailleurs, je ne suis pas nécessairement focalisé uniquement sur les footballeurs dans ce cadre-là. C'est un vrai défi aussi, et c'est aussi une grande réussite de pouvoir rentrer dans le cœur, parce que c'est à la fois toujours une question humaine, toujours voilà, dans le rapport humain, c'est toujours ça le plus important, pour pouvoir aller chercher cette fameuse notion de « ok, ça va, c'est bon, ça je te le laisse ». Tu vois, il y a une forme de « ok, je soulage un peu une partie du cœur et de l'esprit pour pouvoir le déléguer à quelqu'un de compétent ». Mais ça, c'est un très grand travail aussi que tu fais. Oui, mais pour moi, ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire que j'en reviens au même cas, mais je pense qu'ici, il a été suffisamment bien éduqué, il a été suffisamment bien accompagné, je dirais, en grandissant, que pour comprendre qu'il avait tout à gagner à bien s'entourer. Si tu veux, en fait, pour moi, ses parents lui ont simplement donné une bonne structure. Ils lui ont donné, si tu veux, vraiment les bases nécessaires, qui sont le fait d'être humble, le fait d'être un vrai bosseur, etc., etc. Moi, je me souviens, il y avait un truc qui m'avait marqué. Je ne sais pas si tu te souviens, quand il s'était blessé à Dortmund, à la fin, il avait été faire une revalidation à un moment donné à Anvers. Oui. Chez le Lieven fameux... Mascalk, absolument. Le fameux. Et je me souviens que j'avais un jour été le voir à Anvers. Eh bien, je suis ressorti de là en me disant « Waouh, quel mec !» Pourtant, je le connaissais déjà depuis longtemps. Mais je me souviens qu'en fait, pendant que je parlais avec lui, il bougeait sa jambe en permanence. Il était tout le temps en train de se muscler. Tout le temps. Alors, ça peut paraître con, mais à un moment donné, il se mettait debout et je le voyais qu'il bougeait sa jambe. Comme si, de manière obsessionnelle et inconsciente, il était en permanence en train de se remuscler la jambe. Et je me souviens, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué, si tu veux. Vraiment, cette espèce de mentalité de combattant. Parce que c'est pas évident, je veux dire, t'es tout seul dans un 50 mètres carrés à Anvers, plus personne pense à toi, il n'y a plus de nouvelles de toi sur les réseaux, t'es plus dans le match tous les samedis, plus trop de nouvelles de Dortmund, je crois, à l'époque. Pas facile, tu vois, je crois que ce sont des moments de solitude, comme tous les sportifs le connaissent parfois. Et pour moi, en fait, c'est un peu ça la force d'Axel aussi, c'est que c'est vraiment une force tranquille. Ouais. Oui, c'est surtout un joueur extrêmement discipliné. Tu connais son surnom d'ailleurs, son fameux surnom, entre guillemets. Je t'écoute. Il y a Marco Polo. Ok. Et alors, je sais que pas mal de ses amis aussi l'appellent Chaloupe. Ah oui, Chaloupe, oui, ça c'est... Mais ça, c'est pour son côté antillais, ça. C'est pour le côté un peu danseur, j'aime le punch, et quand il fait beau avec ses grands cheveux afro. Mais ça, c'est la partie un peu plus DJ, même chez Axel. Et Marco Polo, c'est vraiment le côté aventurier, en fait. C'est le côté... Il tente les choses à fond. Dis-moi, c'est quoi la dépense la plus ahurissante que tu as vue? Tu n'es pas obligé de parler d'Axel, mais d'une manière générale, dans ta carrière où tu t'es dit, mais là, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu vois, un truc qui peut nous faire rire, quoi. Vraiment n'importe quoi. Ouais. Je vais évidemment citer personne. C'était quelqu'un qui n'était pas un footballeur, mais qui était un sportif de haut niveau aussi. Ça n'était pas un client à moi, c'était un client chez un de mes collègues à l'époque. Et je me souviens que ce sportif avait gagné un certain montant à un moment donné, il avait eu des bons résultats, et il avait été à Moscou se faire une voiture de tuning avec un moteur avec, je crois, plusieurs milliers de chevaux, donc une voiture, mais vraiment complètement modifiée. Et bien évidemment, tellement modifiée que je pense qu'il y a un petit disclaimer que tu signes avant de quitter le garage en disant si la voiture explose après 100 mètres, ben, c'est pour moi. Je pense qu'elle a tenu 200-300 mètres quand même. Mais effectivement, à l'époque, je me souviens qu'on en avait rigolé au bureau, entre guillemets, quelque part, en se disant, mais pourquoi? Et je crois qu'il a tout perdu, si tu veux. C'est-à-dire qu'il avait acheté une super voiture, il avait acheté des pièces qui valaient une fortune pour la rendre hyper puissante, mais au final, le résultat, c'est qu'il n'avait plus la voiture et qu'il n'avait plus les pièces, il n'avait plus rien. Et donc, typiquement, on est sur un investissement qui te coûte un paquet d'argent, qui ne rapporte rien, et quand tu sors... c'est fini. C'est fini. Et donc, si ce gars avait acheté au même moment des actions de 15 bonnes sociétés dans lesquelles il croyait, qu'il avait gardé ça sur le long terme, il aurait probablement encore aujourd'hui quelque chose. Oui, c'est difficile de sortir. Encore une fois, on revient. Ce fameux capital symbolique, ce qu'ils vont chercher, ce n'est pas le matériel en tant que tel, c'est ce que ça signifie dans le regard des autres. Absolument.
Absolument. Ça doit être difficile aussi de pouvoir lui dire, oui, mais en fait, je sais quel est le mal profond qui te pousse à faire ça, à aller chercher cette espèce de sucre-là Oui, sociétal. Mais voilà, c'est compliqué aussi pour moi oui, mais de venir tout changer, quoi. la force de caractère, Sacha, pour toi, c'est d'être un joueur de football hyper star et de rouler dans une petite bagnole normale et de s'habiller normalement, ou bien l'inverse? Bon, moi, je sais pas. C'est pas moi, c'est pas mon interview, mais effectivement, j'ai en tout cas beaucoup d'intérêt à ce que tu dis Moi, je trouve- par rapport à la, Moi, je à la crois que le cas situation. d'Engolo Kanté est un cas intéressant parce qu'il est connu comme étant très low profile. Mhm. Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que c'était ton pire client, celui qui a fait cette fameuse voiture qui a fait 200 mètres et qui s'est explosé derrière? Je pense que c'était le pire client d'un de mes collègues. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ah oui, donc c'était collégial, c'est-à-dire que tu n'étais pas tout seul à t'en occuper de Non, non, celui-là. non. Non, non. Fut une époque où j'ai travaillé dans une société beaucoup plus grande dans laquelle déjà il y avait, je dirais, un panel de sportifs. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu envie un peu de m'orienter aussi vers cette classe de clientèle que moi je trouvais extrêmement intéressante et qui, je crois, était souvent un peu oubliée en fait. Je pense que beaucoup de grandes boîtes, en fait, à mes yeux, hein, se disent, ok, un joueur de football, allez, c'est un client facile. Hop, on lui donne les produits maison, merci, au revoir, pas grand-chose à faire. Non, 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 non. Non, non, ce sont des clients qu'on doit absolument soigner parce que ce sont des clients qui vont gagner de l'argent pendant 10 ans, pendant 15 ans, et après c'est fini. C'est fini. Tu parlais de la durée d'un contrat de travail d'un joueur de football. Bon, 6 ans, 7 ans, ça reste beaucoup. Ça reste très long pour un joueur de football. Mais concrètement, il y a plein de joueurs qui ont des contrats de 2 ans, de 3 ans. Non, mais surtout, il y a une chose qui est claire, parce qu'on parlait tout à l'heure de Chelsea, mais ils signent des contrats de 7 ans, mais l'année d'après, ils sont prêtés ailleurs, et si ça va pas dans le club dans lequel ils sont prêtés, ils sont vendus, ou on cherche à les vendre directement, C'est ça. voilà, c'est des contrats qui sont là pour assurer la viabilité économique de la structure, pas du tout celle du joueur, tu vois. Absolument, absolument, oui. C'est dire un peu la précarité aussi Quelque part, du joueur. Encore une fois, on quelque revient sur part, ouais. cette discussion. Est-ce que on gère différemment quand on est comme toi, un gestionnaire de patrimoine, de fortune, un footballeur professionnel, comme on gère un tennisman, comme on gère un golfeur, comme on gère un basketteur, est-ce qu'il y a des particularités inhérentes à différents sports? Alors je dirais oui parce que le type de revenu est très très différent. Euh, j'ai travaillé pour quelques joueurs de tennis connus aussi et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est le fait que en fait en tennis, avant de gagner un franc, tu dois payer ton coach, tu dois payer ton avion, tu dois payer ton hôtel, puis ensuite tu arrives au tournoi, tu as déjà dépensé X milliers d'euros, le tournoi commence et là tu dois te battre pour gagner un peu d'argent. Et donc match après match, tu gagnes ou pas. Et donc parfois, certains joueurs vont perdre au premier tour à 3 ou 4 tournois d'affilée. Au final, ils perdent de l'argent. Et ça, c'est pas évident. En football, c'est très différent. Ils vont avoir des salaires, on vient d'en parler. Parfois, c'est pas des contrats très longs, mais ils sont protégés le temps du contrat. En tennis, donc à mes yeux, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est des entrepreneurs, en fait, les tennismen. Alors que les footballeurs sont des employés de ce que j'entends. Absolument, absolument. C'est un peu le côté employé vs indépendant, en fait. C'est que le joueur de tennis doit vraiment se gérer tout seul. Alors j'avais un jour lu un chiffre, je ne me souviens plus exactement avec précision, mais en gros c'était une étude qui disait, voilà, quand on regarde le top 100 des joueurs de tennis, les X premiers se partagent 80-85% du prize money, et les autres, en fait, prennent les miettes. Ce qui veut dire qu'un joueur qui est à la 65e, 70e place mondiale, à la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'il aura? Mhm. Probablement beaucoup moins qu'un joueur de football qui a joué dans un bon club de Jupiler Pro League. Mais c'est aussi dire à quel point c'est important et tu as une responsabilité décuplée. Je dis pas que c'est pas le cas chez les footballeurs, mais chez Ouais. eux, un bon investissement n'a pas la même conséquence dans la vie derrière. Absolument. Chez les Absolument. tennismen, je veux Oui, dire. oui, tu as raison, tu as raison. Nous, ce qu'on va regarder, ce sont, entre guillemets, les flux entrants, c'est-à-dire les possibilités de gagner de l'argent sur une certaine période. Et donc, je dirais, calculer, on va évaluer comment est-ce qu'on doit l'investir, où est-ce qu'on doit l'investir, pour que, à 35 ans, 40 ans, 45 ans, notre client puisse bénéficier, je dirais, sans trop toucher à son capital et sans Mhm. prendre de risque, d'un revenu de X milliers d'euros par mois, par exemple. Ouais. Le sujet de la crypto-monnaie. Ah,
Alors, c'est hyper important d'en parler parce que, un, on est sur Internet. Deux, c'est vraiment à la mode. Et trois, bah, forcément, les footballeurs vivent sur les réseaux sociaux et la manière dont les réseaux sociaux, entre guillemets, sont alpagués complètement par les sociétés de crypto-monnaies fait que, à un moment donné, ils sont sollicités d'une manière ou d'une autre par une publicité liée à ça, par des marques, par des influenceurs qui parlent de crypto-monnaie, etc. Toi, est-ce que tu conseilles la crypto-monnaie? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est une excellente question. Moi, j'aime investir dans ce que je comprends à 100%. Alors, je ne te dis pas que je ne comprends rien à la crypto-monnaie. Ce que je te dis, c'est que ça n'est pas ma spécialité. Quand un de mes clients va avoir dans son portefeuille une société, je comprends à 100% la société. Je sais ce qu'elle fait comme produit, je connais ses bénéfices, je connais ses coûts, je connais son niveau d'endettement. Quelque part, je vais analyser toute la société et je pourrais lui donner une valeur, la fameuse valorisation, qui me permettra ensuite de savoir si elle est surévaluée ou sous-évaluée. Et donc si je la vends ou bien si je l'achète. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? Si je te pose la question, Sacha, qu'est-ce que toi tu répondrais? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? À titre personnel, j'ai pas grand-chose comme savoir sur la chose, donc c'est plutôt à toi que je vais poser la question. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie? Eh bien, à mes yeux, ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est ce que la personne en face de toi est prête à te donner pour l'acheter. C'est-à-dire que derrière ta crypto-monnaie, il n'y a pas des brevets d'un produit, il n'y a pas 500 camions qui livrent tous les jours, il n'y a pas, je sais pas moi, une fabrique de chocolat par exemple. Il n'y a pas quelque chose de concret qui vaut de l'argent, il n'y a pas un outil de travail. Ça ne veut pas dire que ça vaut zéro. Oui, c'est la fameuse, à l'époque, évidemment, époque des NFT qui ont complètement explosé avec les fameux singes dont tout le monde s'empressait, sur lesquels tout le monde s'empressait d'investir en disant que c'était la nouvelle licorne, etc. Puis quelques années plus tard, plus personne n'en parle, ça a complètement explosé. Les gens qui ont investi là-dedans ont perdu énormément d'argent. Tu parles des actifs non tangibles, c'est ça? Ouais. Il y avait des gens qui achetaient des îles sur des mondes virtuels pour des millions d'euros, etc. Une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste, mais à mes yeux, c'est une folie. À mes yeux, c'est une folie. Les cryptos, c'est différent, parce que tu as le côté, quelque part, de la blockchain qui va protéger ta crypto et donc qui la rend, je dirais, inviolable. Enfin, voilà, a priori, tu ne peux pas tricher. Mais par contre, à mes yeux, la crypto vaut ce qu'une personne en face de toi est prête à te donner. Donc, en théorie, si demain, tout le monde veut te donner zéro, dans un monde extrême, ta crypto vaut zéro. Est-ce que je pense que ça va arriver? Non, je pense pas. Est-ce que je pense qu'il faut tout mettre en crypto? Surtout pas. Est-ce que la crypto est une classe d'actifs dont on doit tenir compte aujourd'hui? Bien sûr, probablement, oui. Mais je dirais pour 3, 4, 5% de ton patrimoine. Tu as vu récemment que les cryptos, c'était quand même solidement... Oui, parce que en fait, les cryptos sont complètement, comme je dis, joués et influencés non seulement par le marché, mais le marché qui est lui-même influencé par l'actualité, par ce qui se passe au niveau politique, par ce qui se passe au niveau économique, par les polémiques, par les drames, par toute une série de choses. Absolument. Donc c'est ça qui crée aussi la valeur et qui fait croître ou décroître la crypto-monnaie. Donc ça veut dire que tu considères la crypto comme une valeur refuge. Comme on appelle ça, une valeur refuge. Prenons un très bon exemple, l'or. Une valeur refuge, en théorie, c'est quelque chose qui va monter quand tout va baisser. Donc quelque part, c'est ce qui va te sauver si c'est la fin du monde demain. La plus connue de toutes, c'est l'or. Alors c'est vrai qu'on parle de la crypto depuis des années comme une valeur refuge, mais je pense que les événements récents nous ont montré que ce n'était pas véritablement une valeur refuge. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans des situations où des clients t'ont demandé clairement « Moi, je veux investir dans la crypto-monnaie, c'est vraiment quelque chose d'important » et tu leur as dit « Franchement, je te le déconseille ». Alors, ça m'est arrivé régulièrement qu'on me demande d'investir dans des cryptos. Ça m'est surtout arrivé de répondre que ça n'était pas mon métier, que ça n'était pas ma spécialité, que donc, s'ils voulaient le faire, ils pouvaient, mais ce ne serait probablement pas avec moi. Et que, voilà, quelque part, qu'ils devaient une fois de plus trouver quelqu'un d'honnête et de professionnel dans ce milieu-là. Le déconseiller, je dirais pas que je vais le déconseiller. Tu déconseilles quelqu'un qui achète une grosse voiture qui va exploser 100 mètres plus tard, mais tu ne déconseilles pas une crypto qui, fondamentalement, reste quand même quelque chose de assez difficilement tangible. C'est-à-dire que je sais que la voiture sera un centre de coût à un moment où le client a besoin de créer des centres de revenus. Et donc, je sais que c'est une mauvaise idée. La crypto, c'est différent, parce que la crypto est un actif aujourd'hui. Donc, je ne vais pas la déconseiller, je ne vais pas la conseiller.
Par contre, le conseil que je vais dire à mes clients, c'est diversifier. Comme toujours, ne mettez surtout pas tout dans les cryptos. Mhm. Imagine, tu es un jeune joueur de football, tu as 18 ans, tu signes ton premier contrat, tu es super prometteur et tu gagnes une belle prime de signature. Mhm. Imaginons, tu touches ta prime de signature, disons, il y a 1 an tout pile, en février 2025. Tu te dis, magnifique, moi je vais tout mettre dans les cryptos. Aujourd'hui, tu as perdu quoi, 40%? Ouais, c'est énorme. Bon investissement, les cryptos? Mais Bah, voilà. quand tu le dis comme ça, c'est clair que ça paraît pas être une bonne idée, mais Voilà. c'est vrai que Alors, il faut rester humble. Hein. Quelque part, j'en parle après. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vivent de ça et qui arrivent, notamment en vivant à Dubaï, où c'est vraiment le paradis de la crypto-monnaie, à être extrêmement riche grâce à ça, c'est que quelque part, il y a un monde qui se vit avec ça. Donc il y a peut-être Alors, une curiosité à avoir liée à ça aussi. ouais, je ne sais pas si Dubaï est le paradis de la crypto-monnaie. Dubaï est le paradis des gens qui n'ont pas envie de payer d'impôts, si tu veux. Donc à Dubaï, tu payes en fait 0 impôt, si je ne me trompe pas. C'est 9% sur les sociétés, mais oui. Ouais, mais voilà, donc pas loin. on est extrêmement, extrêmement bas. Et oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'influenceurs, voilà, de gens comme ça qui vivent à Dubaï. Maintenant, voilà, ils ont probablement connu les très belles années de la crypto, mais quelque part, Tu n'es pas convaincu. c'est pas ça. C'est que pour moi, il y a une part de. Je vais peut-être me faire après agresser par des experts en crypto, ce que je ne suis pas, hein, je me répète, mais oui, moi j'aime comprendre ce dans quoi j'investis. Voilà, je veux dire, je ne peux pas mieux l'expliquer, si tu veux. Et tu ne comprends pas la crypto. C'est pas que je ne la comprends pas, c'est que je ne comprends pas ce qui fait sa valeur, mis à part le fait qu'en face, quelqu'un soit prêt à te donner un certain montant. D'ailleurs, il y avait un humoriste français qui avait fait un sketch fabuleux dans lequel il expliquait en fait qu'il avait compris le fonctionnement de la crypto. C'était un humoriste. Ok. Et en gros, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, j'ai compris le mode de fonctionnement de la crypto. La crypto, c'est trouver quelqu'un systématiquement plus bête que toi. Donc tu l'achètes à 100, tu trouves un type un peu plus bête que toi, tu lui vends à 120. Et puis ce type-là, il l'a acheté à 120, il trouve un type un peu plus bête que lui, et il lui vend à 140. Bon, bien évidemment, c'est une image hyper simpliste. Mais c'est ce que tu penses. Ça n'est pas la réalité. J'ai pas le droit de dire que c'est ce que je pense, parce que T'as pas le droit de le dire, mais tu le penses. Voilà, on va dire ça comme ça. ça n'est pas ma spécialité. Et Ouais. moi-même, j'ai jamais mis un franc dans la crypto. Je le regrette, hein, parce qu'effectivement, ça a été une belle, voilà, ça a été un beau succès dans les quelques dernières années. Mais voilà, une fois de plus, ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité à moi, c'est de créer des portefeuilles qui sont des portefeuilles sensés, qui sont des portefeuilles qui sont, je dirais, diversifiés, qui sont des portefeuilles dans lesquels il y a des sociétés vraiment de très très grande qualité, et qui sont des portefeuilles qui me permettent de dormir sur mes deux oreilles. Mhm. Tout simplement. Donc quelque part, on n'invente pas l'eau chaude, comme on dit, Mhm. mais ce qu'on fait, on souhaite le faire bien, on souhaite le faire de manière très professionnelle, et surtout, on souhaite aller vraiment au fond des choses dans notre analyse fondamentale des sociétés. Deuxième grosse pierre que je vais jeter dans la mare, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand on gagne, quand on est footballeur, par exemple, moi, en discutant avec notamment des amis qui sont footballeurs, etc., c'est quelque part la solution systématique à tout. C'est-à-dire que systématiquement, je gagne de l'argent que je dois investir, boum, tu mets ça dans la pierre et puis tu ne te déranges pas. Il y a quelque chose comme ça de... C'est la solution un peu paresseuse, directement première avenue et qu'il faut faire. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il faut systématiquement, directement, on a de l'argent, on met dans la pierre, on ne réfléchit pas? Alors, je vais te répondre de manière extrêmement honnête une fois de plus. Probablement que tous les gestionnaires de patrimoine qui, comme moi, sont spécialisés plutôt dans le côté bourse et dans le côté marché financier, ils vont probablement tous te répondre l'inverse de ce que moi je vais te dire maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont tous te dire, ce n'est pas obligatoire, tu peux avoir uniquement un portefeuille et éventuellement tu peux acheter un peu d'immobilier papier, c'est-à-dire de l'immobilier coté. On reviendra là-dessus après si tu le souhaites. Moi, je te répondrai l'inverse. Pour moi, un portefeuille doit être absolument diversifié. Donc, c'est extrêmement important d'avoir effectivement, d'une part, un bon banquier ou un bon gestionnaire de patrimoine, qui est donc le métier que moi je fais, donc qui va gérer le côté financier. Mais à côté, oui, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir de l'immobilier, bien sûr. Maintenant, une fois de plus, il y a immobilier et immobilier. Tu peux très bien acheter un appartement mal situé en périphérie bruxelloise, dans une zone un peu humide, voire inondable, avec des travaux à faire et une très mauvaise classe énergétique. Mais tu peux acheter un immeuble neuf qui se trouve 3 ans d'or dans un nouveau complexe qui vient d'être complètement restauré, avec une classe énergétique A. J'en passe et des meilleurs. Donc, une fois de plus, il y a immobilier et immobilier. Et puis l'immobilier, il faut s'en occuper aussi.
Quand tu as un portefeuille chez Gatien, chez European Capital Partners, que tu vives à Hong Kong, à New York ou à Madrid, un coup de téléphone, comment évolue mon portefeuille, etc. Tu as un stress, tu pousses sur un bouton, boum, le portefeuille peut devenir liquide, on peut te protéger, on peut sortir des marchés tout de suite, etc. Imagine que tu joues à Chelsea, tu achètes 10 appartements de rapport en disant je vais investir mon argent dans l'immobilier, voilà, c'est sûr, etc. 6 mois après, tu as une offre impossible à refuser du Barça. Tu pars au Barça. Tu vas gérer tes appartements qui se trouvent en périphérie de Londres, tout en habitant au Barça. C'est compliqué. L'immobilier, tu dois être à côté. Tu dois pouvoir le gérer. Ou alors, tu délègues et tu fais confiance à un professionnel. Et là, on en revient à la toute première question. Tu dépenses pour avoir un professionnel de qualité qui va bien te conseiller et qui va t'aider à acheter de l'immobilier intelligent, qui a du sens, etc. Donc, je dirais, si mes clients me demandent d'investir dans l'immobilier, je leur dirais, écoutez, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, faites-le avec un professionnel. Voilà, tout simplement. Donc la nouvelle villa d'Axel à Madrid qui a coûté 7 millions d'euros, t'es pas intervenu. Alors, je pense que tu es très mal informé Bref. par rapport au prix. Je pense que tu es très mal informé par rapport au prix. C'est pas grave, tu sais, je suis encore un novice. Moi, de toute façon, même sous la torture, je ne te donnerai jamais. Mais oui, mon intervention à moi, je dirais, c'est le côté financier, une fois de plus. Axel est quelqu'un d'une très très grande humilité. Donc même, en fait, j'ai même parfois l'impression que si demain il devait aller acheter une Peugeot 205, il viendrait chez moi en me disant, Gatien, est-ce que je peux, est-ce que j'ai les moyens? Donc il y a toujours ce côté où, en fait, rien n'est jamais acquis, on reste humble, on garde les pieds sur terre. Et on n'est pas le roi du pétrole, j'ai envie de dire, pour utiliser cette expression qui est assez marrante. Voilà, l'argent, c'est pas... non. L'argent, c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose surtout qui sert à faire des choses. Et voilà, l'argent n'est pas un but en soi pour lui. Je pense que c'est un moyen. Et pour moi, la différence est absolument fondamentale. Tu vois, l'argent, tu peux construire un hôpital avec l'argent, mais tu peux acheter une bombe nucléaire aussi. Et donc, ce qui est important, c'est l'utilisation que tu en fais. Et donc, ça dépend de l'éducation. Et donc, on revient toujours au même sujet. Tout à l'heure, tu parlais de valeurs cotées, non cotées. Est-ce que tu peux, en 2 minutes, très rapidement, expliquer et détailler ça, de quoi tu parles et de quoi s'agit-il? Ouais. Alors, une valeur cotée, c'est une valeur que tu vas retrouver sur les marchés financiers. Cite-moi une société que tu connais et dont tu sais qu'elle est en bourse. Apple, parfait. Apple est une des plus grosses capitalisations boursières au monde, donc c'est une des sociétés qui vaut le plus d'argent, et elle est cotée sur les marchés financiers. Ça veut dire que tu as des actions de cette société-là que tu peux échanger tous les jours, librement, pendant l'ouverture des marchés financiers. Alors généralement, il y a aussi une partie des actions qui sont non flottantes, comme on va dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur les marchés, mais elles sont, je dirais, physiquement dans la poche de quelqu'un, entre guillemets. Tu vois. D'ailleurs, c'est assez logique parce que finalement, quand une société arrive en bourse, avant d'arriver en bourse, elle existait et elle n'était pas en bourse. Et donc, c'est ce qu'on appelle une introduction en bourse. Et voilà, je dirais que parfois, tu vas avoir, je sais pas moi, 50% du capital qui est dans les mains, par exemple, d'une famille qui a créé cette société et 50% qui va être, je dirais, flottant sur les marchés. Donc ça, c'est pour une société cotée. Une société non cotée, c'est une société qui n'est tout simplement pas sur les marchés. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? De toute façon, on l'a compris, mais toi, tu miserais plutôt sur les sociétés cotées plutôt que les sociétés non cotées? Ou est-ce que tu fais la différence? Par exemple, sur une société non cotée, tu fais un peu comme les fameuses téléréalités en France, c'est-à-dire que tu veux rencontrer l'investisseur, tu veux discuter avec lui, tu veux comprendre où est-ce qu'il va, avoir peut-être son EBITDA, ou voir un peu quel va être son plan, sa valeur projetée sur les prochaines années, etc. C'est une autre classe d'actifs, en fait, pour moi, tout simplement. Je dirais que les valeurs cotées, elles ont différents avantages. C'est que, déjà, tu peux acheter et vendre les actions quand tu veux pendant l'ouverture des marchés. Si demain, moi, j'achète 20% d'une société non cotée, si je veux vendre mes actions, je dois chercher un acheteur. Et ensuite, je dois discuter d'un prix avec lui. Lui va me dire ça vaut autant, et puis, etc., etc. Sur les marchés financiers, c'est différent. Tu as un prix en permanence. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Tu as un prix en permanence. Ça veut dire que toutes les microsecondes, le prix évolue, parce qu'il y a tout le temps des échanges, et donc en permanence, tu as de la liquidité, c'est-à-dire que tu peux liquéfier ton investissement. Tu vois. Si demain, moi, j'ai un de mes clients qui pense que
que le monde va vers une troisième guerre mondiale, par exemple, et qu'il est persuadé qu'il faut vendre tout son portefeuille, concrètement, il m'appelle, je pousse sur un bouton, en quelques minutes, voire en quelques heures pour certains fonds, son portefeuille est liquide. Et ça, quelque part, tu ne peux pas l'avoir quand tu fais de l'immobilier, quand tu fais des sociétés qui ne sont pas cotées. Alors les sociétés qui ne sont pas cotées, c'est une classe d'actifs différente. On appelle ça le private equity dans le métier. Mhm. Et donc là, ce sont des prises de participation dans des sociétés qui ne sont donc pas cotées, avec, je dirais, la tentative d'améliorer les sociétés. Donc en investissant, en faisant de la pub, en améliorant les process. Enfin, il y a plein de possibilités, mais bref, tu vas améliorer cette société privée du mieux que tu peux, et ensuite, tu vas essayer de la revendre beaucoup plus cher. Donc ça, c'est du private equity. Ok. Alors, je pense que tu avais pris l'exemple de l'InSky. C'était du private equity. Mais quelque part, ça pourrait être considéré comme du private equity parce que tu prends une part du capital d'une société qui n'est pas cotée, etc. Et puis tu espères entre guillemets, qu'elle s'améliore, qu'elle prenne de la valeur, et puis tu espères la vendre un peu plus cher. Donc ça pourrait être considéré comme du private equity, mais je dirais, ce qui pour moi est du vrai private equity, c'est plutôt des fonds de private equity. Donc là, une fois de plus, ce sont des professionnels qui vont, je dirais, créer un fonds d'investissement dans lequel ils vont se concentrer sur un secteur et ils vont acheter des sociétés dans ce secteur-là parce qu'ils pensent que le secteur a du potentiel, que la société a du potentiel et qu'ils peuvent vraiment améliorer, je dirais, toutes sortes de multiples qui font que cette société pourrait être vendue beaucoup plus cher par après, quoi. Quel est le meilleur investissement que tu as fait durant toute ta carrière? Pour moi ou bien pour mes clients? Ah, pour toi ou pour tes clients, tu réponds ce que tu veux, hein. Ça peut être un investissement qui t'a toi-même permis d'être bien dans ta vie, ou alors de mettre bien tes clients. Alors tu vas rire, mais pour moi, le meilleur investissement que j'ai fait dans ma carrière, c'est celui d'être fondamentalement honnête. Non, mais ça peut être... Oh là là, ne Non. nous fais pas ça, Gatien, ne nous fais pas ça. J'assume. Quel discours. Non, mais j'assume. Non, allez, sérieusement, J'assume. quelque chose de... Eh ben, je vais te donner des exemples, Sacha. Vas-y. J'assume. Tu prends la tarification, par exemple. La tarification, de manière générale, du banquier. C'est toujours le sujet tabou. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que leur coûte leur banquier. Alors, quand tu donnes ton argent à gérer à ton banquier ou alors à ton gestionnaire, c'est-à-dire que nous, chez ECP, on est gestionnaire indépendant. On n'est pas une banque. Donc, moi, je ne suis pas un banquier. Je travaille avec plein de banques. Et je peux choisir. Donc, si mon client a besoin d'un crédit immobilier, je vais dans telle banque. Si mon client a besoin de très bons tarifs pour les opérations de bourse, je vais dans telle banque, etc. Donc, je peux choisir, entre guillemets, ce qu'il y a de meilleur pour mes clients. Et du coup, j'ai perdu le fil de mes... Non, mais la question, c'était ton meilleur investissement de ta carrière. Quelque chose qui t'a... Je sais pas, moi, j'ai investi dans Apple, c'est devenu fois 17, c'était exceptionnel, mon client est devenu riche. Un truc comme ça, quoi. Oh, oui, il y a beaucoup d'exemples. J'ai pas d'exemple comme ça en particulier, je dirais. Nvidia a été un très très beau succès. Parce que par exemple, il y a des gens qui disent il faut investir au regard de la façon dont les choses évoluent dans les sociétés liées à l'intelligence artificielle. Puis d'autres disent oui, mais il faut plutôt, après l'intelligence artificielle, déjà avoir un regard sur l'énergie, parce qu'après, la valeur de l'argent, dans quelques années, c'est notamment les dernières discussions qu'Elon Musk disait dans la presse, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus le côté... il n'y aura plus à économiser par exemple pour la retraite, parce qu'on aura tous un revenu universel, etc. Donc on réfléchit plutôt à une autre valeur qui serait une valeur qui serait portée vers l'énergie. D'autres disent non, il y a un fonds d'investissement lié à l'eau qui est vraiment important, parce que l'eau, c'est une valeur qui va se raréfier. Voilà, c'est un peu de ça, moi, dont je parle. Il y a effectivement beaucoup de thèmes qui nous intéressent. Il est clair que chez ECP, on va regarder l'intelligence artificielle, on va regarder certaines niches dans la santé, par exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de médicaments dans l'obésité, par exemple. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui, évidemment, vont nous intéresser. Le monde évolue en permanence, le monde change en permanence, et... L'obésité, je t'interromps 2 secondes, tu fais par exemple référence à Ozempic, etc., l'explosion de ce médicament qui a fait un carton partout dans le monde. Par exemple, oui, donc Okay. des sociétés comme Eli Lilly, par exemple, on en parlait beaucoup. Enfin voilà, il y a plusieurs acteurs, je dirais, mais voilà, ce type de thème va nous intéresser, bien évidemment, parce qu'on est dans un monde qui change en permanence. Prenons l'exemple, par exemple, de l'écran tactile. Il faut quand même se rendre compte que chez Nokia, par exemple, à un moment donné, ils ont certainement dû se poser la question. Il y a certainement eu un jour une réunion d'équipe chez ces gens où on s'est dit l'écran tactile, ne marchera jamais.
T'imagines, plus de boutons, mais quelle blague! Non, ça ne marchera jamais. On ne met pas un franc là-dedans. Et boum, tu te plantes. Et donc, quelque part, c'est ça la leçon. C'est que le monde change en permanence. Alors, on n'a pas de boule de cristal. Mais par contre, il faut tout le temps regarder ces tendances-là. Je dirais que chez nous, les grandes conclusions, par exemple, de nos perspectives pour 2026, par exemple, c'est qu'effectivement, on est dans un monde qui change de plus en plus vite. On est dans un monde qui est de plus en plus instable. On l'a vu avec Donald Trump, hein, par exemple. À chaque fois que Donald Trump éternue, les marchés ont un rhume, comme on dit. Donc c'est très très compliqué, parce qu'on a de plus en plus d'instabilité à cause aussi un peu de gens comme ça, ou alors à cause, par exemple, de la géopolitique. Tout ça pendant qu'il est en train de créer une banque à son nom et une crypto-monnaie à son nom. Voilà, c'est aussi un peu sympa de voir la façon dont le politique peut orienter les investissements. Et ça, tu dois en informer aussi tes clients. Et tes clients, c'est pour ça qu'ils doivent être complètement aware par rapport à la réalité du terrain et complètement conscients de tout ce qui est en train de se bouger. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, forcément, ça aura une conséquence sur leur investissement et sur le fait que tu vas ou pas réussir ton job dans l'argent qu'ils te donneront pour le faire. Absolument, c'est primordial et le contexte géopolitique évolue en permanence et donc on doit, nous, tout le temps, se repositionner, se renouveler, etc. Je dirais que c'est principalement ça, le grand changement du monde de l'investisseur aujourd'hui, c'est le fait que les attentes des investisseurs en fait changent très 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 régulièrement. On l'a vu avec les droits de douane de Donald Trump par exemple, mais voilà, on le voit par exemple avec la situation en Israël, on le voit avec l'Ukraine, on le voit plus récemment avec le Venezuela, avec l'Iran maintenant, etc., etc. Et donc finalement, une fois de plus, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand on regarde aussi l'influence que peut avoir un Donald Trump, notre conclusion à nous chez ECP, quelque part, c'est que plus que jamais, on doit rester vraiment fidèle à nos convictions et à notre manière de faire. C'est-à-dire que nous analysons les sociétés en très grand détail pour être certains, entre guillemets, d'avoir dans les portefeuilles de nos clients des sociétés dont nous considérons qu'elles valent plus que ce que nous avons payé. Pas de baguette magique. Non. Non. Non, non. Ah, on n'a pas envie d'être ce qu'on appelle des baratineurs. Et donc, voilà, je crois qu'il faut une certaine honnêteté. Le but n'est pas de faire x3 chaque année. Le but, c'est de gérer un patrimoine en bon père de famille, en battant l'inflation, comme on dit, c'est-à-dire l'évolution du coût de la vie, de diversifier le plus possible et d'investir dans des sociétés de qualité, de grande qualité, que l'on comprend et qu'on considère comme étant un petit peu sous-évaluées. Ouais. C'est quoi le nouveau marché sur lequel toi ou European Capital Partners vous conseillez d'investir aujourd'hui ? Je dirais que de manière générale, il y a des thèmes intéressants, tu viens de les citer, comme l'intelligence artificielle, comme par exemple certaines niches dans la santé. Maintenant, si tu veux parler de marchés, je dirais plus globaux, ou alors de même précis, de marchés géographiques, ouais. Je dirais que de manière générale, on a un petit peu plus peur des États-Unis que de l'Europe pour l'instant. On trouve que les actions américaines sont un peu plus, je dirais, surévaluées que l'Europe. Les technologies américaines, par exemple, il faut faire un peu attention maintenant parce qu'elles ont énormément monté sur les dernières années. Et donc, il faut faire attention à un moment donné de ne pas arriver dans des multiples, je dirais, de valorisation qui sont trop élevés. Donc, on considère que certaines d'entre elles deviennent un peu chères. On préfère l'Europe. On considère que l'Europe est un petit peu moins surévaluée. Et alors, les pays émergents aussi, on les regarde beaucoup pour l'instant. On pense qu'il y a pas mal de potentiel pour les quelques mois et années à venir. Donc on est en train aussi de regarder ça de près. Maintenant, je me répète, avec toujours la même philosophie, c'est vraiment d'investir dans les sociétés de qualité. C'est vraiment cette analyse fondamentale que fait Léon Kirsch avec ses équipes qui nous permet en fait, voilà, quelque part d'aller chercher une performance comme on l'a fait l'année passée. On est un petit peu au-dessus des 16% pour 2025 pour notre fonds European Value, donc qui est géré par Léon Kirsch, qui est quelqu'un qui est extrêmement connu dans le métier, qui a quand même un track record solide. Donc le track record pour les gens qui connaissent. On en a parlé la semaine dernière avec Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, parce que le Sporting d'Anderlecht avait fait appel à une société extérieure qui fonctionnait via le track record. Donc c'est toutes les datas évidemment liées à la personnalité que l'on cherche pour pouvoir engager, notamment dans les entreprises, etc. C'est le palmarès en fait quelque part, si tu veux. Et donc Léon Kirsch est quelqu'un mais qui a géré un fonds extrêmement connu chez Nordea, qui est un des géants du secteur, avec énormément de succès, avec des performances magnifiques et connues et reconnues, je dirais. Et donc sur cette base-là, voilà, c'est très agréable pour moi aussi d'être accompagné par des gens qui quelque part sont un peu des stars dans leur domaine. Ouais.
Voilà, donc lui est vraiment, je dirais, spécialiste de la partie gestion au Luxembourg. Et alors en Belgique, je dirais qu'on a son pendant qui est Yves Collot, qui fait ça magnifiquement en Belgique aussi, et donc qui gère un petit peu toutes les équipes belges de CP. Ouais. Gatien, merci beaucoup d'avoir été présent en off. C'était absolument passionnant. Je pense qu'on a parlé un peu plus d'une heure ensemble. Avec grand plaisir. C'était vraiment très très chouette. Merci d'avoir levé un coin du voile aussi sur tout ce dont on ne parle pas concernant toutes les stars du foot. En l'occurrence, ici, c'était Axel Witsel. On a, je pense, appris énormément sur l'arrière-scène de tout ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent. On vous remercie également, vous, d'avoir été présent. Si vous avez été jusqu'au bout, ça, vous êtes vraiment courageux. Vous êtes exceptionnel. Et vous allez pouvoir vous récompenser en lâchant un petit like, évidemment, et en glissant dans les commentaires vos meilleures réactions. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont en podcast. Les petites 5 étoiles, c'est toujours hyper important pour venir soutenir le projet. Quant à nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. On remercie également Unibet Experts qui est le soutien de cette émission. Et puis, évidemment, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et encore des nouveaux invités pour construire le puzzle. Vous et moi, ensemble. Ciao, ciao.